Salut à tous, alors aujourd'hui un petit point du marché du dimanche et puis une petite réflexion sur la liberté, sur vos objectifs. J'ai discuté récemment avec différents amis pour en conclure que finalement le vrai but dans la vie c'est le bonheur et en fait c'est même pas un but, c'est le chemin. À partir du moment où vous vivez votre liberté et votre bonheur maintenant, bah, vous vous mettez à kiffer votre vie et à la kiffer maintenant. Bref, je reviens sur cette réflexion mais d'abord un petit point marché. Donc ça c'est la capitalisation totale des altcoins, c'est-à-dire sans le Bitcoin. On a vu donc qu'on a fait un palier ici, on est venu se reposer sur cette résistance ici, plutôt ce support qui avait fait des plus hauts en janvier 2018. Ensuite, on est remonté, on a rebondi, et puis finalement, là, on est dans un retracement. Donc pour moi, effectivement, la courbe, elle n'est pas très jolie, mais elle n'est pas dégueulasse non plus. Tout simplement parce que si on est dans un retracement normal du marché après un bottom, on pourrait bien continuer à se mettre à grimper maintenant. Dans tous les cas, et c'est pour ça que je fais pas trop d'analyse technique, parce que pour moi, ça se termine toujours en 50-50, on ne sait jamais vraiment quoi faire. Donc, la meilleure règle que j'appliquerai et la meilleure règle pour moi qui s'applique surtout dans le marché des crypto-monnaies, c'est la stratégie du acheter bas et vendre haut. Qu'est-ce que c'est que cette stratégie? Elle est toute simple, c'est normal, si on veut gagner de l'argent, il faut acheter bas et revendre haut. Le problème, c'est que c'est toujours complètement à contresens de nos émotions, puisque quand le marché est en train de dégringoler, on a tout sauf envie d'acheter et on a plutôt envie de vendre. Et quand le marché se met à remonter comme un fou, on n'a qu'une envie, c'est de garder et de racheter plutôt que de vendre. C'est exactement l'inverse de cet émotionnel qu'il faut faire. Donc la stratégie, elle est simple, on regarde les courbes, on regarde les hauts, on regarde les bas, et on évalue à quel moment il est intéressant d'acheter et à quel moment il est intéressant de vendre. Clairement ici, on a fait un divise 3, donc oui, ça peut descendre encore, mais oui, c'est des bons endroits pour acheter. Et en ce moment, c'est un meilleur endroit pour acheter qu'il y a quelques jours ou semaines où c'était un peu plus haut. Donc en ce moment où c'est assez bas et tout le monde est endormi, bah, c'est des bons moments pour acheter. Parce que quand ça va remonter et qu'on va repartir sur ces zones-là, ce ne sera pas le moment d'acheter, ce sera le moment de commencer à vendre. Et ce qu'il y a de bien, c'est que c'est une stratégie qui ne demande pas de prédire le futur, mais qui demande simplement de regarder le passé pour voir à peu près où on en est. Est-ce qu'on est dans des zones basses ou est-ce qu'on est dans des zones hautes? Clairement ici, on est plutôt dans des zones basses. Donc l'idée, c'est d'acheter dans les zones basses avec de l'argent dont on ne va pas avoir besoin pendant 6 mois, 1 an, voire 2 ans, histoire de pouvoir le conserver, le garder et de ne pas vendre si ça rechute, et justement de vendre quand le marché va être beaucoup plus haut. C'est extrêmement simple, mais c'est extrêmement contre-intuitif des émotions. Alors, que nous dit le SP500? Il n'est pas très joli non plus. Ici, on a bien descendu, on est venu ici casser la résistance oblique, là, le canal oblique ici. On est venu le casser ici et puis on est re-rentré dedans. Donc bah, c'est encore une zone de toute façon où c'est difficile de décider est-ce que ça va monter ou descendre. Cela dit, on a aussi cassé cette résistance ici et après on est re-rentré dedans et on est toujours au-dessus de ce support. Donc ce support ici qui est consolidé par cette étape-là. Donc typiquement ici, si on venait à creuser sous le support, ce serait vraiment pas bon signe. Cela dit, si la semaine prochaine on se met à remonter et repercer ce support et ce support, alors effectivement, on pourrait voir un petit cycle haussier, à mon avis temporaire, vu l'état du monde en ce moment. Mais ce sera tout de même des bons moments pour prendre des gains, se mettre de côté et se renflouer un peu le cash qu'on aurait perdu sur la descente. Et donc, comme vous le savez pour moi, les indicateurs techniques ne sont pas suffisants et se soldent souvent à du 50-50 en termes de décision. Cela dit, il y a un indicateur que j'aime beaucoup et certains vont me prendre pour un fou, mais mon expérience m'a montré que ce gars-là savait des choses. Et pour moi, c'est le genre d'indicateur qui me fait passer de 50-50 à plutôt 70-30, 70-30 en termes de montée du marché. Et c'est tout simplement un tweet de David Schwartz. Donc je rappelle, David Schwartz, c'est le CTO de Ripple, qui a posté sur son compte Twitter cette petite histoire, qui est certes assez fun, mais on peut très bien se demander qu'est-ce qu'elle fout là, pourquoi elle a été tweetée. Ça parle de fantômes, c'est-à-dire de choses qu'on ne voit pas, mais qui pourraient s'avérer visibles. Rappelez-vous combien de fois j'ai dit qu'il se passe plein de choses en arrière-plan qu'on ne voit pas. Donc là, l'histoire pour les non-anglophones, c'est un fils qui demande à son père: Papa, est-ce que tu crois que les fantômes existent? Et le père répond: Non, mon fils, ça n'existe pas. Et le fils qui répond: Bah ouais, mais notre femme de ménage a dit que ça existait. Et le père qui dit: Boucle tes bagages maintenant et retrouve-moi dans la voiture. Et effectivement, pack your bags, c'est quelque chose qu'on utilise énormément dans la crypto-monnaie pour dire: achetez ce que vous avez à acheter et gardez-les au chaud. Et le fils qui répond: Quoi? Pourquoi? Et le père lui répond que ils n'ont pas de femme de ménage. À moins que ce soit un fantôme, évidemment. Alors effectivement, un pack your bags ici dans un tweet de David Schwartz, déposé dans une histoire qui a rien à faire là, moi ça m'intrigue et ça me laisse pas indifférent. Et finalement aussi des fantômes qui pourraient se mettre à exister, ça aussi c'est un message intéressant. Pourquoi je dis ça? Parce que simplement la dernière fois que David Schwartz avait posté un message concernant le marché, voilà ce que ça a donné. Donc ce sera probablement le tweet le moins populaire qu'il ait posté. Mais si vous avez des montants de crypto qui vous changent la vie, alors prenez le temps de sérieusement considérer à en vendre pour réduire votre risque et votre exposition. Ce n'est en aucun cas une prédiction de ce que le marché va faire. C'est un tweet du 13 avril 2021.
Et si je retourne sur la courbe, le 13 avril 2021, on était ici. En fait, c'était exactement le 12 et le 13, c'est le lendemain où on était encore haut et le lendemain, bam, divise 2. Donc, faut pas oublier que des gens comme David Schwartz ont des NDA, donc des Non-Disclosure Agreements, c'est-à-dire des accords de non-divulgation, et que ce serait pas déconnant qu'ils s'amusent quand même à mettre des petits indices. Alors maintenant, parlons un peu liberté. Parce que j'en entends beaucoup qui veulent devenir millionnaires ou qui veulent une énorme somme d'argent avant de se sentir libre, avant de pouvoir appréhender cette liberté. Mais moi, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que c'est pour vous la liberté? Parce qu'effectivement, j'ai croisé des millionnaires qui sont tristes. Et j'en ai croisé qui sont heureux. Et qu'est-ce qui fait la différence? La différence, c'est ce sentiment de bonheur et ce sentiment de liberté. Et il y a des multimillionnaires qui sont pas libres, et donc qui sont pas heureux. Et il y a des gens qui ont beaucoup moins qu'1 million et qui sont libres et heureux. Et pour vous aider à réfléchir, parce que chacun est différent, et là vous devez vous-même définir ce qui est important pour vous, et sans être leurré aussi par les schémas que la société a bien voulu nous mettre dans la tête. L'autre jour, je faisais le point sur les nombreuses vacances que j'ai eues dans divers pays, et puis je prenais chaque destination que j'ai fait, et pour chaque destination, je me demandais qu'est-ce qui m'a le plus plu, qu'est-ce que j'ai le plus adoré dans ce voyage. Et j'ai commencé à énumérer comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à 99%, c'était pas les trucs qui étaient chers. C'était pas un hôtel 5 étoiles complètement impersonnel, avec son restaurant complètement impersonnel. Je dis pas que c'est pas bien, c'est très bien. Mais ça m'a pas fait vibrer. Par contre, ce qui m'a fait kiffer, c'était ce petit déj que j'ai pris avec 10 personnes. 10 personnes qui venaient de partout dans le monde parce que j'avais pris une table d'hôte, ou parce que j'avais pris une chambre d'hôte, parce que j'ai mangé local, parce que j'ai mangé fait maison préparé avec soin par la propriétaire, parce que j'ai vécu un moment convivial avec qui j'ai échangé avec plein de monde, qui venait de plein d'endroits différents. C'était hyper riche, c'était fun et c'était puissant. Ça m'a fait vibrer. Et je peux vous dire que ça, c'est 10 fois moins cher qu'un hôtel 5 étoiles. Ce qui m'a fait kiffer, c'est pas de faire du jet ski, mais c'est d'aller me balader auprès de ces arbres gigantesques dans la forêt de séquoia géant, par exemple, aux États-Unis. De marcher dans cette forêt puissante qui marque l'esprit, de se déplacer dans ce silence, dans cette fraîcheur et dans cet air pur. Ça m'a fait kiffer. Et ça m'a coûté zéro. C'est de s'arrêter dans une petite pizzeria familiale en mode cantine où tout le monde échange et tout le monde est heureux et tout le monde blague. C'est une expérience tellement plus forte que de manger seul ou à deux dans un restaurant étoilé. C'est pas de faire le Grand Canyon en hélicoptère, mais c'est de m'asseoir pour regarder un coucher de soleil après une balade au Grand Canyon. Je dis pas que l'hélicoptère c'était pas bien, l'hélicoptère c'était génial. Mais ce qui m'est venu en premier quand je me suis remémoré mes bons moments, c'est justement cette balade au Grand Canyon. Et c'est ce coucher de soleil au Grand Canyon, qui m'ont rien coûté. C'est pas de me payer des grands spectacles ou des grands hôtels quand je suis allé à Las Vegas. C'est de m'asseoir à une table et de jouer avec ma nana. Une certaine somme d'argent, par exemple, à la roulette en appliquant une technique, et en plus, on a gagné. Encore une expérience qui m'a marqué et qui m'a fait gagner de l'argent en plus. Donc chacun est différent, mais remémorez-vous vos vacances. Qu'est-ce qui vous a le plus plu? Et si effectivement c'est des choses qui coûtent rien, alors peut-être que vous êtes déjà libre, mais vous le saviez pas encore. Si maintenant tout ce qui vous fait kiffer c'est des trucs super chers, alors effectivement vous allez devoir bosser encore un peu. Mais chacun est différent et prenez le temps de trouver votre idéal parce que pour certains, vous êtes déjà arrivé. Réorganisez votre vie, voyez ce que vous voulez vraiment et pour certains, vous êtes déjà là. Alors je suis d'accord, il y a un truc qui me fait vraiment kiffer et qui coûte de l'argent. Et pour lequel je suis d'accord, c'est beaucoup mieux. C'est voyager en classe affaires. J'arrivais jamais à dormir en classe éco. En classe affaires, sur un vol de 15 heures, j'ai pris un verre de champagne et j'ai dormi 12 heures. Je peux vous dire que ça transforme le voyage. Après, généralement, il y a des inconvénients à la classe affaires, c'est que vous n'êtes pas collé avec votre nana. Si vous kiffez votre nana, ben, restez en classe éco et laissez-la poser sa tête sur votre épaule. Et vous serez le plus heureux. Bien plus heureux qu'en classe affaires. Alors à vous de voir, faites le point, regardez votre vie. Sachez ce que vous voulez vivre et voyez si vous n'êtes pas beaucoup plus proche de votre but, de votre chemin, de votre bonheur, de votre liberté que ce que vous pensez. Bon début de semaine et à très vite.